Equinox. Frédéric Becbédé, bonjour. Bonjour. Donc dans Ona et Salinger, le roman que vous venez présenter aujourd'hui à Barcelone, il y a portrait de cette femme, Ona O'Neill, qui deviendra Ona Chaplin et qui échange des lettres d'amour avec un certain Salinger. Donc Ona et Salinger sont des personnes réelles, mais la correspondance qu'il y a dans ce livre, c'est vous qui l'avez écrite. Donc est-ce que vous êtes tombé amoureux d'Ona ? Oui, ça fait partie du métier d'écrivain, hein. On est obligé de tomber amoureux de ses héroïnes. C'était pas difficile avec elle parce que à 16 ans, c'était la plus jolie fille de New York en 1940. Les photographies sont là pour témoigner. Et je suis pas le seul à être tombé amoureux d'elle. Orson Welles, Truman Capote, J.D. Salinger et Charlie Chaplin. C'est quand même un beau palmarès, même si avec Truman, ce n'était qu'une amitié platonique, et avec Salinger, un amour relativement, disons un flirt, un amour pas très sexuel. Alors, on est justement dans une histoire d'amour, dans ce livre, et une histoire d'amour sur la différence d'âge. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi la ville de Barcelone pour demander Lara en mariage, qui a 30 ans de moins que vous, et cette ambiance de jeunesse perpétuelle qui règne à Barcelone? Est-ce que c'est un lien? Oui, c'est vrai que c'est une ville pour les personnes âgées qui cherchent des jolies filles, c'est connu. Enfin, en tout cas, c'est vrai. Est-ce que vous connaissez ce détail de ma vie? Effectivement, le jour de nos 3 ans de vie commune, j'ai demandé la main de ma femme ici. Je lui ai offert une bague de fiançailles. J'ai fait les choses bien. J'ai fait les choses vraiment dans les formes. Malheureusement pour elle, elle a répondu oui. Et maintenant, nous avons une petite fille qui a 3 mois et qui s'appelle Una. Vous voyez que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, en effet. On va revenir en 2005 avec votre roman L'égoïste romantique, où vous parlez justement énormément de Barcelone dedans. Vous parlez notamment de Gaudi en me disant ses œuvres ne sont ni laides, ni belles, elles sont simplement drôles. Et ça doit être extraordinaire de vivre à Barcelone parce que c'est le rêve d'un fou. Est-ce qu'une dizaine d'années plus tard, vous pensez toujours la même chose ? Oui, mais moi je trouve que habiter le rêve d'un fou, ça devrait être le but de tout citoyen. Déjà, de toute façon, l'idée de vivre dans une ville est absurde. Je ne vois pas pourquoi les gens veulent à tout prix s'entasser dans des endroits insalubres, pollués, encombrés. Mais à partir du moment où on choisit d'habiter une ville, au lieu de vivre dans un endroit sain et normal et humain, autant vivre dans une ville complètement dingue. Alors à ce moment-là, je trouve que Barcelone est bien placée. On peut aussi choisir Singapour, une ville de gratte-ciel sur l'eau, ou bien New York, qui est une île très encombrée aussi, très dingue aussi. Mais Barcelone a quelque chose de mieux, c'est qu'il fait beau. Il y a toujours cette impression d'être dans le Los Angeles européen ici. Et ça, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, nous sommes là sur une terrasse avec un ciel bleu au-dessus de notre tête et nous avons une petite pensée pour nos amis parisiens qui souffrent en ce moment. Qui sont nombreux, les Parisiens à vivre à Barcelone. Et justement, la transition est toute trouvée, parce que toujours dans l'égoïste romantique, je vous cite, vous êtes allé sur les Ramblas, vous avez dit, ce sont les croisettes perpendiculaires à la mer. Au lieu de longer la Méditerranée, on marche droit vers elle, on la regarde en face avec la sensation de prendre son élan de bar en bar vers l'eau. Ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez pour venir vivre à Barcelone? Est-ce qu'il faut l'ouverture d'un café de Flore? Ça pourrait être un bon prétexte. Oui, mais je ne sais pas ce que j'attends. Vous avez raison. J'étais justement hier en train de parler avec mon épouse et on se disait que c'est un des endroits où on serait capable de fuir Paris. On pourrait tout à fait vivre ici, je crois. Tout est bien, on mange bien, les gens sont détendus. Je trouve qu'il y a plus de liberté qu'à Paris, et plus de liberté que dans beaucoup de pays du monde, même que les États-Unis. C'est quand même relativement cool pour, par exemple, fumer de la drogue douce. Beaucoup d'autres aspects sont très libertaires. Donc, je comprends tout à fait cette migration française vers Barcelone. Alors vous parlez de drogue douce et justement dans vos livres vous avez parlé du Sonar aussi, le festival de Barcelone où vous veniez tester toutes les drogues européennes en exclusivité. Est-ce qu'il y a un meilleur festival aujourd'hui ou est-ce que le Sonar reste à la pointe? Je suis pas encore allé à Burning Man, donc je peux pas tout à fait répondre à votre question, il faudrait comparer. Je crois que Burning Man est quand même très clean par rapport. Et puis musicalement c'est pas tout à fait pareil.
Non, je crois que ça reste un des endroits importants pour les fêtards du monde entier. Tout à fait, le sonar, à condition d'aimer l'électro, hein, évidemment. Sinon, même un endroit dont on m'avait beaucoup parlé, qui s'appelle Kazantip, qui était un festival de dingue sur une plage en Ukraine. Malheureusement, à cause de Vladimir Poutine, ce festival n'existe plus. C'est pas évident en fait de maintenir des lieux aussi incroyables. Cela dit, le sonar, j'y suis allé, j'ai fait 2-3 endroits et puis je me souviens de rien, donc je peux pas tellement vous raconter. C'est dommage. C'est dommage. Ça prouve que c'était réussi. Alors Barcelone, c'est pas que le sonar, c'est pas que la fête. On est en Espagne ici. On sait que vous êtes toujours en train de faire des sélections d'auteurs, de livres, que vous êtes un grand lecteur. Est-ce qu'il y a des auteurs espagnols ou des auteurs catalans qui vous touchent? Ah bah, quand on vient ici, on pense tout de suite à Zafón, parce que j'avais été très épaté par ce roman sur Barcelone qui s'appelle L'ombre du vent. Je crois, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et j'avais été très épaté. C'est une ville d'écrivains, c'est une ville envoûtante, mystérieuse, avec des ruelles borgnes, des coupes-gorges, des bars louches, des prostituées maquillées. Tout ça est évidemment ultra littéraire, baudelairien même. Donc, oui, je ne sais plus ce que vous vouliez savoir. Vous voulez que je vous cite des écrits? À part Zafón, non, mais moi j'aime beaucoup des écrivains espagnols. Ici, on est en Catalogne, alors je ne veux pas tout mélanger. Mais j'aime Javier Marias, par exemple. J'aime... Bah là, je trouve assez marrant parce que sur cette table, il y a un numéro du magazine littéraire avec en couverture Shakespeare, Cervantes, le match. Je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on peut faire une couverture sur Shakespeare et Cervantes à l'occasion de leurs 400 ans et en considérant que c'est un match de boxe. Évidemment, entre l'Angleterre et l'Espagne, l'arbitre sera français. Hein, et donc c'est à nous, les Français, de décider qui gagnera. Je ne veux pas tout de suite prendre position, mais je trouve tout de même que le personnage de Don Quichotte est plus marrant que Hamlet. C'est quand même plus rigolo. Donc je pencherais plutôt pour Cervantes. Okay. Toujours en parlant de langue, aujourd'hui vous êtes à Barcelone, on l'a dit, pour la traduction, la sortie de la traduction de Naï Salinger en espagnol, mais aussi en catalan. Vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous ressentez quand un livre est traduit? On maîtrise peut-être pas exactement la langue et tout, faire confiance au traducteur. Vous vous placez comment par rapport à tout ça? Alors je parle très mal l'espagnol, mais j'arrive un peu à le lire et à voir s'il y a des erreurs. J'en ai pas trouvé pour l'instant. J'ai feuilleté le livre, j'ai trouvé aucune erreur, ça a l'air d'être très bien traduit. En revanche, pour le catalan, c'est plus compliqué de juger. Ça, c'est plus hermétique pour moi. Je suis extrêmement honoré et flatté d'être traduit dans ces deux langues. C'est un grand honneur, voilà, c'est tout. Je dois dire, j'en reviens déjà toujours pas d'être publié en France. Alors traduit, c'est encore plus délirant. Unai Salinger, si un Français de Barcelone qui est espagnophone le lit, est-ce qu'il peut le redécouvrir d'une autre manière? Ou ça va être exactement la même chose? Est-ce que le roman a évolué, a changé avec la traduction? Disons que c'est assez bizarre de se dire que c'est un livre qui parle d'une histoire d'amour qui se passe à New York au début. Donc c'est une histoire entre Américains. Hein, et que là, maintenant, c'est écrit par un écrivain français et qu'on va le lire dans une troisième langue. Je pense que quand Hemingway et Salinger dialoguent ensemble, le fait qu'ils parlent en espagnol est assez rigolo. Mais bon, c'est comme vous savez, c'est comme les doublages de films. Au fond, tout ça est accepté, tout à fait normal. Frédéric Becbédé, merci d'avoir été sur Equinox. Merci. Equinox.